Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bienvenue à tous à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Je suis Luc et je serai votre animateur cette semaine. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leurs espoirs, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons cette semaine, comme à chaque semaine, dans le fond, un invité qui est membre de cette belle fraternité de alcooliques anonymes. Cette semaine, j'ai l'honneur de vous présenter Jacques. J'ai jasé un peu avec. Un monsieur qui semble avoir beaucoup voyagé. Un monsieur qui semble avoir beaucoup d'histoires à nous conter. Comment que, tu sais, la déchéance, mais surtout des belles histoires de relèvement par la suite que j'ai hâte de découvrir avec vous tous. Je vous laisse entendre Jacques. Bonsoir, je vais commencer en présentant. Mon prénom est Jacques et je souffre d'alcoolisme et de toxicomanie, mais je vais parler d'alcoolisme aujourd'hui, c'est le sujet. Merci de m'avoir invité. En fait, je suis ému parce que dans quelques semaines, ça fera 19 ans que j'ai arrêté et s'il y a 20 ans, on m'avait dit qu'un jour, je serais installé devant un micro pour partager le message d'IA, je serais mort de rire. Peut-être que je serais mort d'ailleurs de consommation, mais ça c'est une autre histoire. Mais je pense que parti comme j'étais, je serais très probablement ou en prison, ou fou, comme on nous dit dans le grand livre d'ailleurs. Plus ça va, et plus je me rends compte que c'est vrai que c'est les trois, j'allais dire les solutions, non mais c'est les trois voies qui s'ouvrent à nous. Alors, moi, je sais que normalement on se présente rapidement, donc moi je suis d'une famille, j'ai un frère plus petit que moi, plus jeune que moi. Chez nous, ça ne buvait pas. J'avais un peu d'alcool, mais disons que c'était pour recevoir les invités, mais mes parents ne buvaient pas. Le plus que j'ai dû faire à ma mère, c'était à Noël, elle se mettait une petite goutte de champagne derrière les oreilles parce que ça portait bonheur. C'était sa consommation d'alcool de l'année. Mais moi, je sais que déjà petit, j'aimais beaucoup les Bob Moran, je trahis mon âge un peu, c'était c'était des livres d'aventure et le héros s'appelait Bill Ballantine pour faire de la publicité pour aucune marque d'alcool. Et lui, il était régulièrement installé au bar avec un verre de cette boisson. Et je m'identifiais à lui. Je me disais, ça doit être absolument extraordinaire. Il y avait quelque chose qui m'attirait. Et je dois avouer que je faisais des petits vols dans l'armoire de ma mère, qui sentait très bon d'ailleurs, parce qu'elle avait des alcools très différents. Mais déjà petit, quand je dis petit, j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Je goûtais. Mais il y avait déjà un petit quelque chose qui se réveillait avec ça. J'étais amené à... chez nous, peut-être, je pourrais dire, c'était ce qu'on appelle une famille dysfonctionnelle. Je ne veux pas jeter la pierre et je dirais pas ici dire que c'est à cause de... Quelque chose que j'ai appris chez Léa, c'est à sortir de l'astacosite. C'est pas à cause des autres que les consommer. La meilleure preuve, c'est que j'ai un frère qui a vécu la même chose que moi et il n'a pas ce problème. Si c'était vraiment l'astacosite, il y aurait le même problème que moi. Donc, je me dis que c'est moi. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai jeté la pierre à mes parents pendant des années. Et un jour, je me suis rendu compte que dans le fond, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et ça donne que ce qu'ils me donnaient, c'était pas assez pour ce que moi, je voulais avoir. C'était dysfonctionnel dans le sens où mon père est ce qu'on appelle un pervers narcissique, donc on vivait tous autour de lui, ça gravitait autour de lui. Ma mère avait beaucoup de difficultés à nous donner de l'amour parce que mon père était horriblement jaloux, donc dès qu'il y avait une preuve d'amour, il cassait les jouets qu'elle nous avait donnés, etc. Donc j'ai appris à vivre sur mes gardes. Vraiment attention, qu'est-ce qui se passe toujours. Et donc chez moi, je ne pouvais pas trop moi. Tout simplement. J'étais
sous surveillance et je surveillais mon frère, ma mère, parce que je savais que mon père pouvait devenir violent très rapidement. Donc j'étais sur mes gardes et je trouvais le petit Jacques, le vrai Jacques, à l'extérieur. J'étais avec mes amis, on jouait. En ces temps-là, on pouvait jouer dans la rue, on pouvait jouer dans les ruelles. Il y avait peut-être des dangers, mais on les voyait pas. C'était tout à fait normal de passer ses journées à jouer avec des copains au football. On jouait au soccer, mais ça s'appelait le football. On jouait au milieu des rues. Et rendu vers 14-15 ans, je me suis toujours tenu avec des chums plus âgés que moi. Et rendu vers 14-15 ans, mes amis avaient 17-18, et puis je leur ai dit, écoute, viens, on va faire une soirée spéciale ce soir. Et j'ai lu quelque chose ça s'appelait una cuba libre, c'est-à-dire rum and coke. Mélange monstrueux, selon moi, mais quand j'ai goûté ça, ça a été vraiment la découverte. D'un seul coup, je faisais partie d'un tout. En fait, moi j'ai bu pour être dans une bande, pour être dans une gang. C'était l'idée quand on consommait. Faut dire que c'était les années 60, hein, alors on était on se passait la bouteille de main en main. Alors il y avait vraiment quelque chose de très convivial. Et ça m'a permis de m'intégrer et de faire tomber les barrières. J'étais ce qu'on appelle une minorité visible dans un autre pays. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que les gens qui sont en face de moi se disent, voyons, c'est un homme blanc hétéro, puis quand on pense minorité visible, on pense autre chose. Mais moi, j'étais minorité visible et le fait de consommer avec les gens de la place, ça me permettait de m'intégrer. Et de faire partie, il me semblait que les couleurs tombaient, les différences sociales tombaient. Donc pour moi, ça a été une façon de m'intégrer dans le monde. Et au début, c'était la fin de semaine, mais très rapidement, c'est devenu le vendredi, le samedi, le dimanche. On habitait en campagne, donc le gros défi, c'était de rentrer pas mal à quatre pattes, mais d'aller s'occuper des bêtes. Ça, je sais que mon père... Alors je rentrais chez nous, en passant par les toits. C'était des toits en tôle ondulée, mais c'était cartonné avec du goudron. C'était cloué avec des capsules de bouteilles de boissons. Donc il fallait marcher sur les 2x4 pour pas passer à travers le toit et écraser les animaux qu'il y avait dessous. Et donc le défi, c'était de pouvoir accomplir les travaux de la ferme pour pas que mon père se rende compte, parce que je pense que j'en aurais mangé toute une s'il avait su ce que je faisais pendant la nuit. Et donc c'est comme ça que ça commençait. Et ça a duré comme ça pendant une couple d'années, mais disons que c'était comme, ok, le rituel, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça a été ça qui s'est passé vraiment pendant des années. Je me concentrais vraiment sur cette consommation-là. Mais je me suis rendu compte, avec le temps, en fait, c'est ça je suis en train de me rendre compte que ça a vraiment été assez rapide. Dès le début, j'ai l'impression que je suis tombé dedans. J'ai pas eu de réflexion, en fait. Je suis tombé, puis à chaque fois qu'on pouvait en consommer, ça m'a amené dans des situations de danger. Je me suis fait tirer dessus avec un vrai revolver, le mien d'ailleurs. Je me suis retrouvé dans des batailles parce que c'était une illusion. Je pense que c'est là qu'est le problème de la consommation, c'est que je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'est une illusion, cette illusion de faire partie d'un tout et que ça abolit les barrières. Je pense que je le voulais tellement que je l'ai inventé, mais en réalité, ça n'abolissait pas les barrières et parfois ça revenait à ce niveau-là. Alors, par la suite, ma carrière a changé. J'ai changé de pays, je suis allé dans un autre pays où là, moi, j'étais, on va dire, chanceux dans ma consommation parce que c'est un pays où tu peux rentrer dans un café le matin, demander un café, puis une petite shot d'un alcool quelconque, et il n'y a pas de problème. Les gens autour de toi font la même chose. Donc, je me suis dit, bon, ben, écoute, c'est parfait, ça va très bien. Mon boss, en plus, lui, sortait régulièrement pour... Donc, je sais pas si je me suis choisi des environnements de consommateurs ou si les environnements de consommateurs m'ont choisi, mais le fait est que je me rends compte que j'étais entouré de gens qui consommaient. Je me suis même marié avec la fille d'un vigneron, pour un alcoolique, c'était une situation idéale.
Mais à la différence de ces gens qui consommaient, on va dire, d'une façon responsable, dès le début, j'avais pas de limite. Et j'ai eu un gros malheur dans ma consommation. J'étais capable de boire sans arrêt. Et sans que ça je me disais que ça n'affectait pas mon raisonnement. Et quand j'en ai parlé par la suite à certaines personnes, ils m'ont dit, ben, on ne le voyait pas. Alors, j'ai été chanceux dans le sens où, en tant que consommateur, en tant qu'alcoolique, c'était fantastique, je pouvais boire beaucoup. Malchanceux parce que peut-être que si j'étais tombé malade après le verre, j'aurais peut-être arrêté de boire autant. Alors ça a été, on va dire, peut-être mon malheur. Par la suite, quand je suis arrivé ici au Québec, j'ai eu le bonheur de travailler pour des compagnies. Et je reparle encore d'un temps, comme disait le chanteur, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où il était bien vu de recevoir les clients, de les faire boire. Et puis, en fait, c'était presque une question de... C'est tout juste quand on t'engageait, on te demandait pas « es-tu capable de tenir l'alcool ?» Et c'était donc très intéressant de pouvoir boire parce qu'on entretenait nos clients et pour quelqu'un qui aime boire, quand c'est la compagnie qui paye, c'est encore plus intéressant. Et donc, je me retrouvais encore dans un milieu où les gens consommaient, où j'étais quasiment payé pour consommer, payé pour faire boire les gens. Donc, j'étais vraiment dans mon environnement. J'étais, on va dire, gradeux à ce niveau-là. Et ça a duré comme ça pendant des années. Pendant des années, et ça devenait vraiment, ça prenait de plus en plus de place. La carrière de buveur, je vois qu'on s'en va tranquillement vers le plus de place. Je me rends compte que, en t'écoutant, genre, je me rends compte que toute notre vie peut être basée au travers de l'alcool, là, qu'elle nous entoure tout le temps, les gens qui nous entourent, qu'on le veuille ou pas, on est attirés là-dedans, puis on les attire aussi. Donc, on va prendre une courte pause et on revient pour la suite. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. On est de retour à votre émission Un jour à la fois, toujours accompagné de Jacques cette semaine qui nous a choisi la page du 20 mai dans les réflexions quotidiennes pour votre lecture hebdomadaire. Ça s'intitule Une journée à la fois. Par-dessus tout, vis une journée à la fois. Réflexion de Bill, page 11. Pourquoi me faire croire que je ne dois pas prendre un verre aujourd'hui seulement quand je sais parfaitement bien que je ne dois plus boire pendant le restant de mes jours? En fait, je ne me fais rien à croire, car un jour à la fois est probablement la seule façon pour moi d'atteindre l'objectif à long terme de l'abstinence. Si je décide de ne plus boire jamais aussi longtemps que je vivrai, je me raconte des histoires, car comment puis être sûr que je ne boirai pas quand je n'ai aucune idée de ce que me réserve l'avenir. Sur une base quotidienne, je crois pouvoir m'abstenir de prendre un verre pendant la journée. Et j'entreprends donc ma journée avec confiance et, le soir venu, ma réussite est une récompense. La joie de la réussite est une sensation agréable qui me donne envie d'en redemander. Bonne réflexion, bon texte aussi, journée à la fois, un jour à la fois. Donc, comme je disais, on est de retour à l'émission avec le partage de Jacques qui nous a laissé au dernier segment. Il nous a parlé de sa carrière qui semblait le bout le fun qu'on pense tout, le bout le fun qu'on a du fun avec l'alcool. Mais on s'enlignait vers là, ça commençait à prendre la place. Et, des fois, toute la place. Donc, j'ai hâte de continuer à entendre les péripéties et le cheminement. Merci, Luc. Je vais revenir sur la lecture. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Vous allez voir, chez Léa, il n'y a pas de hasard. Je vais sauter un petit peu dans l'avenir, mais je reviendrai sur le côté pas de fun. Pour moi, c'est la base. La base de tout, c'est un jour à la fois. Parce que quand j'ai commencé ma carrière de sobriété, quand je me levais le matin, je me disais, OK, il est 6 heures, il y a une journée de 24 heures, tu as déjà fait 6 heures, tu as déjà fait un quart de ta journée sobre, il t'en reste plus que
3/4. Et je me dis, ok, je vais aller travailler, donc il va se passer à peu près 12 heures. Donc mon défi, c'était entre 6 et minuit. Mais et mon objectif et encore aujourd'hui, c'est rends-toi à minuit. Et au plus minuit approche, au plus je me dis, ce serait vraiment plate de perdre 23 heures et des poussières pour quelques minutes. Alors, si tu veux attendre au moins minuit et 2, là, mais rendu à minuit et 2, c'est vraiment ridicule de commencer. Donc, pour moi, ça m'a vraiment amené à un jour à la fois. Et encore, je fais un saut, aussi merdique que soit ma journée, quand je me couche et que je me dis, ok, j'ai 24 heures de plus, c'est une belle journée. Et quand je le dis là, je pense que vous le sentez, c'est vraiment d'émotion parce que quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, si j'arrive à me coucher sobre et me rendre à minuit, j'ai ma victoire. Ce sont mes victoires, c'est une victoire quotidienne. Et pourquoi je dis que c'est une victoire quotidienne? Parce qu'effectivement, tantôt je parlais du côté fun, des amis, puis la carrière, et puis etc., etc. Sauf que c'est le fun quand on a le choix. Et à un moment donné, j'ai choisi des jobs pour consommer, j'ai choisi mes amis en fonction de la consommation. Je me souviens d'une ex qui m'a dit ouais, mais si je comprends bien, là, toi et tes amis, vous êtes toujours en train de boire, je pense que vous avez un problème. Le jour suivant, c'était plus ma blonde. Donc je voulais pas voir. Quand on est là, on ne veut pas voir. On ne veut pas reconnaître. On veut boire, mais on veut pas voir. Dans mon cas, je voulais pas voir. Et petit à petit, je me rendais compte que, ok, je travaille, et déjà vers 2-3 heures de l'après-midi, je me dis, il me semble qu'à 5 heures, elle va être bonne. Et j'avais un de mes grands chums, et on se disait, hey, il nous reste 2 heures. Hey, il nous reste 1 heure. En fait, j'étais Mr. Jekyll, Mr. Hyde, un truc comme ça. Quand je travaillais, c'était sérieux, business, plan d'affaires, Mais quand la job était finie, c'était le côté, je vous dirais le côté rat. Je suis devenu un rat. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fini par consommer seul. J'avais des provisions au cas que mon dealer se ferait pogner, au cas que ceci. Alors j'avais des provisions. Quand j'ai arrêté de consommer, j'en ai retrouvé pendant des années cachées dans les endroits les plus hallucinants du monde. Je vivais donc de nuit, seul, craintif, la crainte des gens, nous dit-on dans les promesses, hein, la crainte des gens. Mon Dieu, moi j'avais l'impression que tous mes voisins avaient une seule activité dans la vie, c'est me watcher. Alors je sortais pas dans mon jardin de nuit, je jardinais de nuit, je taillais ma haie de nuit, d'impacter, ça donnait des résultats absolument catastrophiques. On aurait dit qu'une tornade était passée dans le jardin. Donc je suis devenu un rat. Et l'histoire de la sobriété, de la rédemption, on va dire, pour moi, c'est comment, l'histoire de l'alcoolisme, pour moi, c'est comment un être humain est devenu un rat et comment, grâce au AA, le rat est redevenu un être humain. Comment le rat est redevenu un être sociable. Comment le rat s'est rendu compte que les gens ont autre chose à faire qu'à rire de moi, à me watcher. Et puis je me disais, regarde, je les vois pas, ça prouve qu'ils se cachent bien. Il faut vraiment être malade. Maintenant que j'y parle, je me dis, il faut vraiment être malade pour s'imaginer que tes voisins se cachent pour t'espionner. Mais c'était fou. J'en étais vraiment rendu là. Et tous les soirs, j'avais créé un fichier Excel sur lesquels j'essayais de contrôler ma consommation. Alors, j'avais abouti à des équivalences incroyables. Alors, une bière, ça vaut tant, un verre de vin, ça vaut tant, pour essayer de contrôler. J'ai passé des années à essayer de contrôler ma consommation, et ça donnait rien. Parce que je ne le savais pas encore, mais un verre, c'est jamais un verre. Dans mon cas, c'est comme, quel que soit le produit que je consomme, c'est jamais assez. C'est toujours le premier, ça n'existe pas un. Donc j'ai l'impression que quand on est un alcoolique, le chiffre 1 n'existe pas. Ou alors c'est le chiffre 1 suivi de plusieurs zéros. Et mon fichier Excel m'a permis, c'est fou, mon budget, j'étais un gars organisé, très organisé, mon budget, la première ligne de mon budget, c'était la consommation, et je vivais avec le reste. Et j'ai déjà dit à mon fils un jour, tu sais, on peut pas t'acheter ce jouet parce qu'on n'a pas les moyens. Mais, ma première ligne, j'y touchais jamais. Je parle de ligne du fichier Excel, je parle pas d'autre chose. La première ligne, j'y touchais jamais, c'était la première chose à dépenser.
Mais je me rends compte que j'étais un esclave. Je suis devenu un esclave, mais j'étais un esclave parce que j'ai décidé d'être un esclave. On m'a jamais obligé à boire, on m'a jamais obligé à consommer. Je l'ai fait tout seul, complètement tout seul. Et c'est insidieux. C'est ce qu'on nous apprend dans le grand livre. C'est pervers, c'est insidieux. On s'en rend pas compte. Au début, c'est le fun, c'est vraiment rigolo. Tu vas danser, j'allais danser, j'adorais aller danser, donc tu vas danser en discothèque, c'est super. Mais petit à petit, maintenant j'y pense. Je conduisais avec une caisse de 12 à côté de moi, avec des enfants derrière. Quand j'y pense, je me dis, mais il faut être complètement... Et ça me semblait normal. J'allais dans les parties, à la fin, d'un seul coup, je disparaissais, puis on entendait des gros ronflements, je m'étais endormi dans le couloir. Je suis déjà rentré chez moi. Le pire que j'ai fait, je ne parlerai pas de ma consommation, mais le pire que j'ai fait, c'est un matin, je suis sorti de chez moi, j'ai cherché mon auto, et mon auto était toute poquée comme s'il avait tombé des gros grêlons. Et ce que j'ai découvert par la suite, c'est que j'avais dansé sur mon auto neuve. Je l'avais acheté la veille, et en une soirée, je l'ai transformé en vieille auto, parce que j'ai dansé dessus. J'ai fait des tas d'autres choses assez incroyables ce jour-là, et je ne m'en souvenais pas. Et ce jour-là, j'aurais dû me réveiller ce jour-là, parce que d'un seul coup, je me suis dit, imagine, j'aurais tué quelqu'un, et j'aurais été incapable de dire, c'est pas moi, parce que je l'aurais pas su. J'aurais pas su. Ça m'est arrivé, je me suis retrouvé une fois en prison, à 2 reprises, très rapidement, j'étais très chanceux. Et c'est des amis qui me racontaient, ils me disaient, mais attends là, je me souviens pas, j'étais en prison, j'aurais pu. En plus, je m'étais battu, j'avais cassé des bouteilles pour me battre. Tu te souviendrais même pas, tu serais pas capable, Jacques, de te regarder dans le miroir et de te dire, ils m'ont accusé, ils m'ont rendu coupable, mais je sais que c'est pas, j'aurais pas été capable de dire, c'est pas moi. Et au lieu de réagir, je me suis dit, c'est pas un problème. Si je suis dangereux en société, je vais rester chez moi, comme ça, comme un rat. Je boirai plus en société, comme ça, je risque pas ni d'accident, ni de danser sur mon auto, ni de me battre. Quelle belle solution, hein. J'y pense, mais c'est complètement, quelle belle solution. Mais ce que je trouve, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un problème. Mais j'avais pas saisi la dimension du problème. Ça m'a pris d'aller, je raconterai pas le nombre de fois où je me suis bagarré, où j'ai perdu Quand on est malade, parce que c'est une maladie, quand on est malade, quand j'étais malade, je suis encore malade d'ailleurs, mais quand j'étais dans l'actif de la maladie, je me suis créé un monde où tout le monde buvait. Pour moi, c'était pas compliqué, tous mes amis buvaient. Ceux qui buvaient étaient mes amis, ceux qui buvaient pas étaient pas mes amis. Quand j'allais chez des gens où je savais qu'ils allaient peut-être pas consommer autant que toi, je prenais des réserves, donc je prenais un bon coup avant d'y aller. J'en avais dans l'auto caché, et j'étais devenu un spécialiste. J'avais une blonde qui, quand je lui ai avoué que j'avais un problème de consommation, m'a dit, mais je t'ai jamais vu boire, j'ai toujours vu que tu prenais une bière. Mais ce que tu sais pas, c'est que je rentrais avec 2 caisses de 12 et je les cachais. Tu m'as toujours avec une. Toi, t'as pensé que c'était toujours la même, et j'étais capable de la boire et de la changer sans que tu t'en rendes compte. Et le plus dur, c'était la gestion des cadavres. Comment tu sors de quelque part avec 12 ou 24 bières vides sans que ta blonde s'en rende compte. Ça, c'était la gestion. J'ai un gros problème de gestion. Et ça, c'est des choses que j'aurais dû me rendre compte. Qu'il y avait un problème, que ça se pouvait pas que le monde boive. Pour moi, il y avait ceux qui, comme moi, on boit, puis on dit, puis t'as toute la gang d'hypocrites qui boivent et qui le disent pas. Et je me basais surtout, il y a une émission de télé qui passe le dimanche soir, où tout le monde en parle, pour pas la citer, et je me disais, regarde, je me disais, il y avait une émission que je regardais, puis je me disais, c'est quand même surprenant, ils ouvrent une bouteille le soir, ça prouve que c'est tout à fait normal et accepté. Puis regarde, la publicité est pernicieuse aussi, parce que le nombre de fois où moi, je voyais, regarde, quand on déménage, on prend un coup, donc on prend un coup avant ou après, quand on s'amuse, on prend un coup. En fait, cette publicité est également pernicieuse dans le sens où ça fait l'idée que et c'est vrai que c'est plaisant. Au début, c'est plaisant. Les gens qui sont capables de prendre une bière, je trouve qu'ils ont une chance énorme, vraiment énorme. Et je me rends compte que moi, je n'ai pas cette chance. Alors... Non, on n'a pas cette chance. Surtout quand on est rendu avec un fichier Excel pour calculer notre consommation d'alcool. Écoute, celle-là, elle m'a résonné. Essayer par tous les moyens de contrôler, de gérer ça, la gestion, comme tu l'as bien expliqué, la gestion des bouteilles vides. On se donne du trouble. On se donne beaucoup de trouble, puis on a de la difficulté à s'en sortir par la suite. On a de la difficulté à le voir. Et merci encore pour ce deuxième segment. On prend une courte pause et on revient pour la suite.
Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Eh bien, nous sommes de retour à votre émission Un jour à la fois. Je vous rappelle que nous avons notre site internet unjouralafois-émission.org. Vous allez trouver nos podcasts qui contiennent les émissions de l'année en cours qui débutent, ainsi que notre banque de fichiers des archives de 2017 à aujourd'hui. Vous allez pouvoir écouter sur la plateforme de votre choix. Vous allez aussi trouver les diverses heures de diffusion de nos différents collaborateurs radio. Nous avons aussi une adresse courriel pour toute question ou commentaire. Et peut-être même, si vous le désirez, venez nous visiter pour raconter votre histoire avec nous en studio. Vous pouvez également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Donc, nous continuons le partage, toujours avec Jacques. Il nous a parlé de ses débuts avec l'alcool, de sa carrière, comment que maintenant, on était rendu à comment qu'elle avait pris de l'emprise, qu'est-ce que ça nous fait faire comme mauvais coup, et les blackouts aussi. J'ai beaucoup retenu les blackouts. Et écoute, je te laisse continuer, Jacques, et continuer de découvrir ton histoire. Merci, Luc. Je ne parlerai plus trop sur la consommation. On est tous ici parce que on a consommé. On a bien ce côté en commun. Mais effectivement, je reviens à mon fichier Excel parce que j'ai bu et fumé une maison. Mon fichier Excel me le prouve, parce que je mettais le montant dessus et je continue à, depuis que je l'ai encore, je continue à mettre le montant. Évidemment, je ne le dépense plus. Et ça m'a permis vraiment de voir à quel point la consommation avait une emprise sur moi. Et je pense que j'en étais rendu à comment j'ai arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrête? Je voyais mon médecin, parce qu'en fait, il y avait des choses très illogiques en moi. Par exemple, la fin de semaine, je mangeais bio, je faisais mon ménage, je faisais mon exercice, et après, ça partait jusqu'à petites heures le lundi matin. Et j'allais voir, je me disais, bon, écoute, j'ai une auto, je fais faire le check-up régulièrement, on peut changer une auto, moi je peux pas changer mon corps, donc je vais voir mon médecin tous les ans, il me posait des questions, votre consommation, je mentais. Ça fait partie des caractéristiques du menteur, de l'alcoolique. Et je mentais, et un jour, j'arrive, et il me dit, vous en êtes toujours à 7 ou 8? Astucieux, mon médecin. Alors, je dis, non, je dis, des fois, je monte à 12 ou 24. Il me dit, par jour. Et là, je me suis rendu compte que je vais me faire avoir, parce que lui m'avait dit 7 ou 8 par semaine. Et il me dit, mais je sais pas comment il a posé la question, mais est-ce que vous pensez que vous avez un problème? Et sur le coup, j'ai dit, oui. Ah, mais écoutez, vous savez, il m'a parlé d'une clinique des impatients. Alors, j'ai pris l'information, puis il m'a expliqué, il dit, vous savez, quand on boit autant que vous, on finit par faire du délirium, c'est extrêmement douloureux parce que les cellules nerveuses, ce qui les recouvre, je ne me souviens plus du nom, mais commence à se dissoudre, donc on fait des hallucinations, c'est douloureux. Ok. Je suis complètement débile, je suis en forme, moi, écoute, regarde, je fais du sport, je mange sainement, oui, je prends un coup, mais il n'y a rien là, mais de toute façon, j'avais oublié les blackouts, les fois où j'étais pas capable de me lever pour aller travailler, c'est ça, on oublie, hein, ça va bien, je suis en pleine forme. Mais, il avait semé un petit verre, travailler tranquillement, et je trouvais ça de plus en plus, je commençais à prendre conscience que j'arrivais pas à contrôler, donc je cherchais des façons, mais la solution, c'est pas de continuer à boire. Hein. Maintenant, je le sais. En ces temps-là, je le savais pas. J'avais changé pour du fort. Enfin, j'ai essayé de jouer comme plusieurs d'entre nous ont fait, entre les quantités, les moments, le type de consommation, etc. Mais il y avait toujours le mais. Tous les matins, à un moment donné, je me réveillais en disant « Aujourd'hui,
je bois pas, et rendu vers midi, je commençais à avoir soif. Vers 1h, 2h, là, je commençais à y penser sérieusement. Vers 4h, là, c'était comme, hey, vivement 5h, ou 6h, ça dépend à quelle heure. Et un matin, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé, j'ai commencé à travailler. Vous savez, le télétravail, ça faisait des années que je faisais du télétravail. Et puis, mais je ne buvais pas en faisant mon télétravail. Je veux dire, j'étais quand même assez sérieux. Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai pleuré pendant toute la journée. Et je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit. Il dit, vous savez, si vous pensez que vous avez un problème, je recommande telle clinique. J'étais chanceux, j'ai appelé, ils m'ont dit qu'il y avait de la place, on peut venir tout de suite. J'ai dit non, je vais donner le 12 février, là, demain, après-demain, c'est le 14 février, je fête la Saint-Valentin, puis après j'irai. Ils m'ont dit oui, ok. Alors, je peux vous dire puis je dis, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, vous continuez comme d'habitude. Oh, bon, vous continuez comme d'habitude. Alors, je me suis dit, je vais liquider tout ce qu'il y a dans la maison. Alors là, j'ai donné la traite entre le 12 et le 15, j'ai donné la traite. Et le 15, je suis allé chez un ami, j'ai laissé mon auto chez lui, j'ai traversé le parc La Fontaine à pied. Et avant de partir, il m'a dit, écoute, le coup d'étrier, the last one for the road, il m'a servi un Porto de 20 ans d'âge. C'était la dernière chose que j'ai bu de ma vie. J'ai traversé le parc et je suis rentré dans cette clinique. Et j'ai commencé un voyage, je ne sais pas exactement ce qui m'a poussé à arrêter, mais je pense que j'étais rendu, à un moment donné, et je dis je ne sais pas ce qui m'a poussé parce que je tire aucune gloire d'avoir arrêté de boire. Je sais que ça va faire bientôt 19 ans, mais vous savez, on parle de puissance supérieure, appelez-le comme vous voulez. Je ne suis pas ici pour parler de puissance supérieure, mais il y a quelque chose en moi qui s'est comme réveillé, et je sais que c'est de la chance. J'ai plusieurs de mes amis, des camarades avec qui j'ai commencé à boire, qui sont morts, qui n'ont pas pu arrêter, donc, et qui n'étaient pas plus bêtes, ni moins intelligents, ça s'appelle la grâce. Et je pense que j'ai eu la grâce, que quelque chose se soit passé en moi et qui m'ait dit là, ça va faire. Alors, je suis rentré dans cette maison de thérapie. J'avoue qu'au début, je ne me souviens pas de grand-chose. Parce qu'entre autres, on nous administrait quelque chose pour faire passer le syndrome de, comment on appelle ça, là, quand on arrête de consommer. C'est quand t'as la soif, là. Je suis un peu ému, donc j'oublie le terme. Mais disons que... Et c'est dans cette maison que j'ai rencontré... On était enfermés. On aurait pu partir, j'aurais pu partir, mais disons que j'avais quand même fait le choix de rester. Et c'est là que ma nouvelle carrière a commencé. C'est là que j'ai rencontré d'autres personnes comme moi, que j'ai commencé à apprendre ce qu'était la maladie, que j'ai commencé à prendre la mesure de ce que je vivais, de me rendre compte que j'étais pas seul, de me rendre compte que oui, c'était normal pour un alcoolique de trouver que tous ceux qui boivent, c'est la normalité, mais qu'il y a un autre monde à l'extérieur qui ne fonctionne pas comme ça. Et que les gens qui étaient là aspiraient, petit à petit, je me suis mis à aspirer comme eux, à aspirer à vivre une vie, comme on nous dit dans le grand livre, libre et heureux. Parce que si ma consommation, au début, je l'ai choisie librement et ça me rendait joyeux, je peux pas dire qu'à la fin, j'étais ni très libre, ni très heureux. Quand on est obligé de consommer, quand le dépanneur du coin vient cogner à notre porte pour dire hey, « ça fait 3 jours qu'on vous voit pas, est-ce que vous êtes malade ?» Quand il vous appelle monsieur, quand vous arrivez, c'est parce qu'on est devenu un gros client, et je suis pas sûr que d'être un gros client d'un dépanneur, c'est vraiment une référence dans la vie. Donc j'ai rencontré ces gens, j'ai commencé à comprendre c'est quoi la maladie, comment ça fonctionne. Pour moi, ça a été, je dirais, difficile de reconnaître que j'avais une maladie. Et sans m'en rendre compte, j'avais fait la première étape qui nous dit, j'avais admis que j'avais un problème et que seule une puissance supérieure moi-même pouvait me rendre la raison. Pour moi, cette puissance, c'était des spécialistes, des médecins qui m'ont entouré, qui m'ont jamais fait me sentir coupable, qui m'ont expliqué de quoi il s'agissait. Et ça a été, pour moi, une découverte, vraiment une découverte de me rendre compte, parce que j'avais une crainte. Est-ce que la vie sans alcool peut être aussi folle qu'une vie avec alcool? Est-ce que je vais trouver les choses aussi belles? Est-ce que je vais trouver les choses aussi excitantes? Est-ce que ma blonde m'aura l'air aussi belle quand je suis pas gelé que quand je suis gelé? Est-ce que, en fait, en 2 mots, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue
straight. Donc, j'avoue que les premiers jours, et c'est très drôle parce que je pensais que j'étais le pensionnaire le plus cash, et j'ai retrouvé les intervenants par la suite, et on dit, toi, là, t'étais pas un cadeau. Et voyez-vous comment on peut se projeter différemment. Alors oui, ça a vraiment été la découverte de comment ça fonctionnait, d'arrêter de consommer. Mais surtout, ce que j'ai appris, c'est un mode de vie. Parce qu'arrêter de boire, comme disait mon grand-père au sujet de la cigarette, c'est pas compliqué d'arrêter tous les soirs, mais recommencer le jour suivant. Donc c'est vrai que j'arrêtais de boire des milliers de fois dans ma vie, avant en me couchant, j'arrêtais. Mais je recommençais le jour suivant. Mais arrêter de boire réellement tous les jours. Et là, je vais devenir très émotionnel parce que, je sais pas, je pense que c'est toi qui disais tout à l'heure, Luc, où c'était dans les réflexions. Moi, je n'ai jamais pu dire, puis je vais me mettre à pleurer, puis je le fais pas exprès, j'ai jamais pu dire que je ne boirai jamais. C'est quelque chose que je n'arrive pas à dire, quelque chose que je ne peux pas, vous voyez, je ne peux pas le prononcer, mais par contre, tous les matins, je me dis, aujourd'hui, je boirai. Ça, je suis capable de le dire. Et à force de dire tous les matins, aujourd'hui, je boirai pas, ça va faire presque 19 ans maintenant que ça dure. Mais c'est 19 ans de un jour à la fois. Pas plus loin, je ne peux pas regarder demain. C'est impossible. Pour moi, c'est impensable. C'est inconcevable. Je sais pas comment l'expliquer. Mais enfin, c'est quelque chose qui s'est implanté tranquillement, pas vite. Et j'ai eu cette chance également que très rapidement, j'ai eu des gens autour de moi. J'étais présenté au AA, donc j'ai trouvé le message intéressant, même si au début je comprenais, on va dire, rien du tout. Il y avait cette notion de Dieu qui me perturbait aussi, et je me suis dit, je vais faire comme le philosophe Blaise Pascal, fais comme si tu crois, puis peut-être qu'un jour tu ne diras pas croire. Et vu que ma solution n'avait pas fonctionné, je me suis dit, écoute, il y a une gang de gens qui ne consomment pas, ils proposent une solution, teste, vois si ça fonctionne. Ça coûte rien d'essayer, sauf peut-être s'ouvrir à la vie. C'est ça que j'ai retenu beaucoup dans ce segment-là, c'est l'ouverture, les œillères qui ont tombé, puis de voir, OK, il y a un autre monde alentour que juste celui-là de souffrance puis de consommation. On va prendre une pause et j'ai hâte d'entendre le 4e segment, le dernier. On vous revient. Ça sera pas bien là. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour au dernier segment de Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre beau mouvement, je vous invite à consulter le site internet aa-quebec.org. Vous allez trouver un paquet d'informations sur ce site, notamment un numéro de ligne d'aide téléphonique qui est disponible de 9h à 22h, 7 jours sur 7. À ce numéro-là, il y a quelqu'un qui attend juste ça, de recevoir des appels et pouvoir venir en aide. Vous allez aussi trouver une liste de meetings, de réunions près de votre région, dans le fond. Des meetings Zoom aussi qui sont disponibles en grande quantité dans le confort de votre foyer. J'invite aussi à aller voir le Meeting Guide, qui lui aussi est un bon outil sur toutes les bonnes applications de téléphone cellulaire. On va terminer le partage, la poursuite du partage avec Jacques. Quand on est parti au 3e segment, à la fin du 3e segment, il nous disait qu'il avait rencontré Alcoolique Anonyme. Donc, je te laisse aller, Jacques. Merci, Luc. Oui, la rencontre avec Alcoolique Anonyme. En fait, la rencontre, ça a d'abord été avec des gens. Quand on m'a parlé d'Alcoolique Anonyme, je dois dire que je savais pas que ça existait. Mais peut-être avant, reconnaître que j'étais alcoolique, je pense que c'est la première étape, mais c'est quelque chose pour moi qui a été très profond, parce que ça n'est que après plusieurs jours dans cette clinique que j'ai reconnu que je pouvais avoir ce qualificatif d'alcoolique. Pour moi, l'alcoolique, c'était, comme j'avais vu dans mon enfance, quelqu'un qui malheureusement, ça arrivait, quelqu'un de couché dans le bas-côté, couvert d'urine,
vraiment avec 2 ou 3 enfants qui pleuraient autour. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Et pour moi, c'était ça, un alcoolique. Et donc, j'avais un jugement, sans me rendre compte que peut-être que j'avais continué, j'aurais probablement été là. Et que, en réalité, j'ai consommé, je pense, en me disant, faudrait pas que je me rende là, mais physiquement là. Au niveau de la dépendance, je suis certain que j'étais rendu là. Et donc, j'en reviens aux gens. C'est des membres en fait, on était dans cette clinique et on nous recommandait fortement d'aller voir. Et j'ai eu cette chance qu'il y a un groupe de A qui est venu faire un meeting et qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait. Et donc, je me suis dit, tiens, on va y aller. Et je me souviens encore comme si c'était hier, la première fois que je suis allé dans un meeting. La personne qui présidait, je ne sais plus quel âge il avait, mais quand je l'ai vu, qu'il nous a dit le nombre d'années qu'il avait, je me suis dit, mais jamais je pourrais avoir autant d'années de sobriété que lui. Et puis après, je me suis mis à calculer, je me suis dit, à l'âge que j'ai, si je suis assez vieux, j'ai une chance de me rendre à cette même sobriété. Ce que je me suis, on va dire, tout de suite impliqué. On m'a dit, implique-toi. Donc, j'ai fait du café pendant des mois. J'ai trouvé ça l'expérience la plus intéressante peut-être de celle que j'ai fait. J'ai fait à peu près toutes les tâches. Mais la première, pour moi, qui était la plus importante, c'était le café. Pourquoi? Parce que j'arrivais le premier. Donc, je voyais rentrer. Moi, j'avais la crainte des gens en gagne. Mais quand je vois rentrer les gens un par un, ça va très bien. Donc, et les gens me parlaient. Donc ça m'a aidé à me sentir utile. Et je me disais, écoute, on compte sur toi, donc vas-y. Donc, le café, pour moi, c'était vraiment, on va dire, primordial parce que ça me permettait de rencontrer tout le monde. Les lectures, on m'a parlé des lectures. Et moi, j'ai pris le mouvement et j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Je me suis dit, écoute, ta méthode ne fonctionne pas. On te dit, trouve-toi un parrain. Je me suis trouvé un parrain, très rapidement. On m'a dit, fais tes lectures. J'ai fait les lectures, les réflexions quotidiennes, les pensées de Bill, le gros livre. J'ai toujours aimé lire. Et je trouvais quelque chose de réconfortant de lire quelque chose qui parlait de moi, mais plus mon Bill Ballantine de Bob Moran quand j'étais petit, mais de gens qui s'en étaient sortis, de gens qui surtout expliquaient que, pour moi c'était important, je ne suis pas là où je suis à cause des autres. Je suis là où je suis parce que je fais partie de ces gens qui sont plus sensibles à l'alcool. J'ai tantôt une théorie que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Donc, j'ai fait les lectures, je faisais des meetings, 3 ou 4 meetings par semaine. Je n'ai jamais fait des meetings, plusieurs par jour. Et vous savez, dans le gros livre, on nous parle des promesses. Et moi, j'ai eu très rapidement une promesse qui s'est réalisée. Quand j'ai décidé de rentrer dans cette clinique, j'ai appelé les ressources humaines et je dis je m'en vais en thérapie. Ils m'ont dit bon, les patients, vous puissiez aller. Je pense que vous n'avez pas entendu ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous demande pas la permission. Je vous dis que je m'en vais en thérapie et advienne ce qui pourra, je vais en thérapie. J'ai eu première chose qui est arrivée, c'est qu'au bout de quelques jours, malgré tout, même pas au bout de quelques jours, quand je suis sorti, j'ai appris que j'avais le droit d'aller en thérapie. Je disais c'est quand même intéressant, mais j'ai quand même passé 2 semaines en thérapie. J'ai appris là qu'il y avait des compagnies qui payaient seuls leurs employés. Je dis tiens, ça a l'air intéressant, je vais demander si ma compagnie me paye. Deuxième promesse réalisée, on m'a dit aucun problème, on va vous rembourser. Alors là, c'était vraiment... Donc, il y a des choses qui se sont réalisées comme ça. J'ai pu retourner au travail lentement. Ça m'a permis vraiment d'intégrer, de retourner, d'être soutenu, de parler. Pour moi, le parrain, je pense que j'ai jamais appelé mon parrain, que j'ai jamais fini mon appel. Des fois, j'avais cette soif, la fameuse soif. Et je commençais à composer le numéro de téléphone et je me rendais pas au bout parce que rien que de savoir que j'allais lui parler, ça calmait la soif. Donc, j'ai eu cette chance. Les lectures, de m'impliquer. Moi, je suis allé essayer de comprendre ce qui se passait. Et à force de chercher, j'ai trouvé une théorie qui explique que certaines, puis pour moi, c'est celle que j'ai adoptée, c'est que certaines personnes ne synthétisent pas, ça s'appelle synthétiser, je pense, oui, l'alcool comme les autres. Donc, apparemment, on en accumule un petit peu ce qui nous rend dépendants. Ça s'appelle le THIQ, il y a une théorie là-dessus fort intéressante. Et je me suis dit, c'est donc vraiment une maladie. Il y a quelque chose en moi qui fonctionne pas
aussi bien que chez ceux qui sont capables. Il y a des gens qui ne peuvent pas digérer le lait, il y a des gens qui ne peuvent pas digérer des tas de choses. Ça donne que moi, j'ai une espèce d'allergie. C'est d'ailleurs ce que nous dit dans le Grand, une espèce d'allergie qui fait que quand je prends de l'alcool, j'en veux plus. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à, je veux dire, à prendre cette liberté, à me dire, OK, c'est un choix. J'étais, on va dire, une victime d'une maladie et je peux prendre ma vie en main. Dans les meetings, ce que je trouve et ce que j'ai trouvé, c'est, vous savez, on nous parle souvent d'être libre et heureux. Pour moi, c'est un endroit où, vous savez, dans la vie, ça va, oui, moi ça va, toi ça va, oui, ça va, mais dans le fond, on se parle pas. Et puis on voudrait surtout pas que l'autre nous dise que ça va pas parce que t'as pas envie de savoir que ça va pas parce que tout ce que tu veux, c'est savoir ça va. Dans les meetings, si quelqu'un te dit ça va, tu peux être sûr que ça va parce que si ça va pas, il te le dit, ça va pas. Et ce qu'il y a de merveilleux que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que, ah bon, ça va pas bien, on va se parler. Donc, il y a cette espèce d'entraide. Et c'est là que je reviens, quand je disais au début que la puissance supérieure, pour moi, c'est le groupe, ce sont les gens qui sont autour de moi, qui ont fait que je tiens. C'est, bon, une question de croyance, il y a des gens qui croient, non, c'est pas mon cas, j'ai pas cette chance non plus peut-être, mais je crois dans la force du groupe, je crois dans le soutien, je crois dans... Chaque fois qu'on m'a demandé de partager, j'ai dit oui, parce que je crois également à la transmission du message, je crois à l'exemple, je crois à tout ce qu'on nous a apporté, les 12 étapes, et je dois dire que je les relis régulièrement, parce qu'il y a comme... C'est comme les années, hein. L'année finit, puis l'année recommence. Il y a c'est le mois de janvier, vient après le mois de décembre, et les 12 étapes, c'est quand on arrive au bout, c'est le temps de recommencer. Ce que j'ai trouvé également de très porteur, c'est que ça peut s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ça que je trouve, pour moi, très intéressant, c'est que c'est pas une méthode qui s'applique juste, on va enlever le juste, parce que c'est très petit, juste, mais c'est pas une méthode qu'on peut appliquer uniquement à alcoolique. On peut l'appliquer dans des problèmes personnels, on peut l'appliquer dans, reconnaître qu'on a un problème. C'est déjà énorme. Combien de personnes que je connais ont un problème, mais n'ont pas encore reconnu qu'ils avaient un problème et qu'ils avaient besoin d'aide. Parce que c'est ça qui est la force. En fait, c'est un mouvement qui est intéressant dans le sens où c'est au moment où on se montre le plus vulnérable, j'ai pas dit faible, j'ai dit vulnérable. Au moment où on se montre le plus vulnérable, qu'on est le plus fort. Parce que c'est au moment où on est vulnérable qu'on va voir d'autres personnes comme nous et qu'on redevient fort. Il ne faut pas confondre pour moi la faiblesse à la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est dire, écoute, j'ai un problème, je ne suis pas capable de m'en sortir seul, aidez-moi. Ça a l'air que vous avez une méthode qui fonctionne, montrez-moi, parce que c'est très prétentieux de se dire qu'on en sait plus que les autres. On a besoin de guidance, de gens qui nous tiennent. Et c'est pour ça que depuis 19 ans, je continue à aller au meeting tous les lundis. J'ai des amis qui me disent, bah voyons, comment ça se fait là, que tu continues à aller à tes meetings, t'es pas guéri? Non, je ne suis pas guéri. Le jour où je vous dirai je suis guéri, appelez mes amis parce que ça va pas. Il y a un problème quelque part. Donc cette conscience de je ne suis pas guéri, je suis malade, en survie. J'ai une journée devant moi. Comme là, il est à peu près 6 ou 7 heures du soir. Dans 5 heures, je pourrais dire, tac, une journée de plus, on recommencera demain. Donc c'est vraiment cette idée de soutien qui, pour moi, est le plus important, d'implication, d'aller aider quand on nous demande. Je pense que c'est la part la plus difficile, c'est de voir des amis, des proches qui sont probablement dans cette situation et qui ne s'en rendent pas compte. Comment faire pour donner l'exemple sans dire « Hey, moi je l'ai l'affaire ». Et je ne voudrais jamais dire que je l'ai l'affaire parce qu'encore une fois, ce serait peut-être me mettre en danger. Il faut avoir cette humilité de reconnaître que oui, il y a quelque chose de plus puissant dans ce cas-là que nous, qui est cette chose insidieuse et perverse qu'on appelle l'alcool, et qu'il y a également quelque chose de plus puissant que nous, qui est ce soutien, cette méthode qui nous soutient, qui nous aide, qui nous amène vers la joie, vers le bonheur, vers la liberté. Quelle belle façon de terminer, par la joie, le bonheur et la liberté. Qu'est-ce qu'on a recherché toute notre vie, en fait, dans des substances, dans l'alcool, dans un paquet de choses. Merci, Jacques, pour ce beau partage et ce beau 4e segment aussi qui nous explique toute la liberté que ça nous donne. J'ai bien aimé t'écouter, j'aurais continué encore, mais malheureusement, on doit terminer l'émission. Je tiens encore à remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent
à toutes les semaines. Nos invités en studio, genre notre équipe, on avait Patrick à la technique cette semaine et tous les autres collaborateurs dans l'équipe avec nous. Nos radiodiffuseurs, ici votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine et un bon 24 heures de journée à la fois.